Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le hobby, quand on n'a pas l'habitude, ça peut être assez impressionnant ou intimidant. Et je me disais que j'avais envie de faire depuis longtemps une vidéo pour aider les débutants, ou les gens qui souhaitent se lancer dans le hobby sans devoir vendre vos organes pour ça, c'est-à-dire une vidéo qui va parler du budget, qui va parler des bonnes techniques pour s'y mettre, mais qui va également aborder des sujets comme des conseils pour même des gens qui sont déjà dans le hobby et qui pourraient être intéressés par un workflow, disons, plus dynamique ou alors plus efficace, parce que on est souvent beaucoup à se perdre dans le hobby et malheureusement ça nous coûte souvent et du temps et de l'argent. Et on aimerait parfois être plus efficace. Du coup, c'est une vidéo assez généraliste, elle va aborder des sujets. Ces sujets seront divisés en chapitres. Donc on va commencer par un premier chapitre, c'est est-ce que ce hobby est fait pour moi, les pour et les contre. C'est un chapitre rapide qui vous permettra de vous faire une bonne idée de ce que vous pourrez trouver dans ce hobby, mais aussi des problèmes que vous pourrez rencontrer, puisque dans tous les loisirs, il y a des pour et des contre. Ensuite, le deuxième chapitre, ce sera prévoir ce qu'on a envie de faire dès le début, parce que vous le comprendrez dans cette vidéo, pour moi, la prévision en amont d'un projet ou d'un hobby, c'est essentiel pour être efficace. C'est essentiel pour bien faire les choses. Le troisième chapitre, ce sera les premiers achats. Donc ça, c'est vraiment à destination d'un débutant. Un guide pour bien s'équiper sans trop dépenser d'argent. Donc je vais vous expliquer quel type de matériel vous devez avoir et surtout pas de bullshit, c'est-à-dire je vais vous guider un petit peu dans la marche à suivre afin que vous puissiez vous en sortir et avoir vraiment un équipement qui va vous durer plusieurs années pour le moins d'argent possible. Et je vais pas vous faire acheter 36 millions de trucs. Et enfin, on finira la vidéo avec des conseils pour la suite, donc que vous soyez débutant et que vous vous dirigiez vers du coup la suite de votre hobby, comment est-ce que je vais évoluer, ou au contraire, si vous êtes en plein milieu d'un projet et que vous savez pas trop où vous allez, il y aura des conseils sur comment est-ce qu'on continue, etc. Donc ce guide, on va bien retenir du principe, on va déjà bien retenir le principe que vous êtes quelqu'un qui ne connaît pas forcément grand-chose, mais que la perspective du hobby vous plaît, d'accord ? Vous connaissez Warhammer, au moins de nom, ou bien un autre jeu, du type Wargame, mais je pars de l'exemple où vous voulez jouer au jeu le plus populaire qui est Warhammer 40 000. C'est-à-dire que moi-même je suis pas un joueur de 40 000, mais on va partir du principe que c'est ça qui vous a fait découvrir ce hobby. On va partir du principe que c'est ça qui vous a séduit, d'accord ? Vous êtes un joueur qui a découvert ça sur Space Marine 2 ou je sais pas quoi, et c'est ça qui vous donne envie. Donc on part vraiment du principe que vous êtes le joueur mainstream qui a envie de s'y mettre, qui s'y intéresse, d'accord ? Et ces conseils, voilà, on va quand même pouvoir essayer de leur donner une applicabilité à toute personne qui serait intéressée par les recevoir, d'accord ? Et bien sûr, il n'y a pas que Warhammer 40 000, ce sera applicable à tous les jeux, ce sera applicable à toutes les marques de jeux, bien sûr. Donc on va commencer sans plus tarder par la première partie. Donc grand 1, est-ce que ce hobby est fait pour moi, les pour et les contre ? Donc déjà, j'estime que si vous êtes là, de toute façon, c'est que vous vous intéressez au minimum au hobby. Ça veut dire que au moins vous connaissez un petit peu de l'extérieur. Donc, je vais déjà lister les pour et les contre, en commençant par les pour, en essayant d'expliquer des arguments raisonnables qui pourraient éventuellement dissuader les gens de rentrer dans ce hobby, ou au moins qu'il faudrait prendre en compte si vous décidez quand même de vous lancer. Donc déjà, les pour. Pour moi, le wargame ou Warhammer, c'est un hobby complet. Ça, c'est très important. Il réunit différents aspects qui sont à la fois complémentaires, mais qu'on peut aussi apprécier séparément. Pour les amateurs de lore, on a des livres, on a toute une bibliothèque à se faire du côté de Black Library, mais aussi des codex avec de l'histoire dedans, de la lecture, et qui racontent des histoires, et puis du world building bien sûr. Sur YouTube, il y a des tas de chaînes anglaises et françaises, bien sûr, qui sont spécialisées dans le lore des différents jeux, donc que vous avez des heures de contenu devant vous, et tout est gratuit. Il y a également un aspect loisir créatif, qui prend en compte la peinture, l'assemblage, la conversion et la collection des modèles. Enfin, il y a un aspect ludique, voilà, qui vous permet de jouer avec votre collection et puis avec les différents jeux de figurines qui vous intéressent. Donc, chaque aspect, moi, ce que je trouve sympa dans le wargame, c'est qu'il peut être apprécié seul ou cumulé aux autres. Moi, je connais des personnes qui ne font que peindre sans jouer. Je connais des personnes qui n'apprécient pas forcément de peindre, mais qui aiment faire des parties. C'est le cas de ma femme, par exemple. Moi, je lui peins son armée en ce moment de Blood Angel. Elle aime jouer. Mais peindre, pour elle, ça lui prend trop de temps, elle a pas trop la tête à ça, donc en fait, elle, ce qu'elle aime faire, c'est jouer et lire les histoires. Donc, c'est à vous de vous faire votre propre idée, si vous voulez. Tout est possible, il n'y a pas une étape requise, obligatoire, je dirais. Donc vraiment, il faut vous écouter. Ne pensez pas qu'il faut suivre un guide, forcément, avec étape par étape, ce que vous devez faire, ce que vous devez écouter, etc. Donc, c'est vraiment, réfléchissez à ce qui vous plaît.
Et en plus, réfléchir, c'est gratuit, donc c'est parfait. Ensuite, deuxième point, c'est un hobby qui permet de se détendre. Le côté peinture, moi je trouve qu'il est propice à une sorte de détente studieuse, c'est-à-dire voilà, vous écoutez de la musique, vous regardez une vidéo sur le côté, vous écoutez un e-book, peu importe, mais en tout cas c'est pratique parce que peindre, vous allez rentrer au bout d'un moment quand vous serez plus obligé de trop vous concentrer sur ce que vous faites, quand vous aurez une certaine habitude, vous pourrez rentrer dans une sorte d'état de méditation où le temps passe plus ou moins lentement, mais où vous êtes totalement détendu. Et ça, je pense que c'est très important, surtout la vie d'aujourd'hui qui est assez stressante. Vous voyez, c'est bien d'avoir un refuge, même si c'est que 1 heure de temps en temps. Et ben en fait, ça vous permet tout simplement de vous détendre. C'est également un hobby qui permet de créer quelque chose de ses mains et de laisser sa créativité s'exprimer. Parce que souvent, aujourd'hui, dans les hobbies qu'on a, souvent les jeux vidéo, tout ce qui est dématérialisé, on ne crée rien de ses mains, on collectionne éventuellement des jeux, on collectionne des skins sur les jeux, mais au final, vous comprenez, il n'y a rien qui en ressort de ça. C'est sympa, mais il n'y a rien qui en ressort. Là, vous avez créé quelque chose de vos mains, et je trouve que c'est super important de créer quelque chose de ses mains, surtout quand vous n'êtes pas quelqu'un de manuel, forcément, qui fait du bricolage ou quoi. Bah en fait, avoir ces petites choses-là, et vous dire, bah en fait, c'est sorti de mon imagination, et c'est quelque chose que je peux toucher. C'est vachement important. Et je trouve que ça peut bénéficier à beaucoup d'hommes parce que aujourd'hui, nous les hommes, avant on était un peu les bricoleurs à tout faire et aujourd'hui il y a beaucoup d'hommes un peu citadins qui passent essentiellement par des pourvoyeurs de services pour ce genre de choses et qui font plus trop les choses eux-mêmes. Moi-même je suis coupable de ça et franchement ça me fait du bien de me dire en fait je suis quand même capable de créer quelque chose de mes mains. Également c'est un hobby qui est durable dans le temps. C'est-à-dire que comme je vous disais avec les jeux vidéo dématérialisés etc, on les possède pas vraiment. Ils sont pas vraiment à nous, on nous les loue, si vous voulez, c'est des contrats de location, hein. Même sur Steam, j'apprécie la plateforme, mais ça reste un contrat de location. Si jamais Gaben nous dit, bah voilà, vous avez plus accès à Steam, bah on perd tout. Donc investir dans un hobby physique, comme ça permet de pouvoir y retourner et d'en profiter même plusieurs années, même si vous faites une pause. Moi c'est ce que j'ai fait une pause de plus de 10 ans et j'y suis revenu et au final je lâche plus. Et j'ai gardé mes figurines d'avant, c'est-à-dire que bah, ceux qui ont vu ma vidéo du Seigneur des Anneaux, vous voyez c'est des figurines que j'avais quand j'étais petit. Et bah je les ai repeints. Et c'est les mêmes, du coup c'est vraiment celles que mes parents m'ont achetées à l'époque. Enfin, le dernier gros point c'est que c'est un hobby social. Avec vous, vous aurez toute une communauté de gens, que ce soit en vrai ou en ligne, qui aimeront voir vos créations. Il y a des pages de fans dans à peu près tous les réseaux sociaux qui existent. Ils aimeront jouer avec vous, ils aimeront voir ce que vous faites, ils aimeront en discuter, ils aimeront écouter vos histoires. C'est vraiment un lieu de passionnés ce hobby. Du coup, il y a également des gens qui, comme moi, font des tutos ou des choses comme ça, et ça vous permet en fait de partager, ça vous permet de vous améliorer, et ça vous permet d'échanger avec des gens et de créer des nouvelles amitiés. Si vous n'êtes pas trop introverti, c'est vachement bien. Et même si vous êtes introverti, c'est bien de parler à plus de personnes comme ça. Ensuite, on a les points négatifs, entre guillemets, ou du moins les points un peu... les moins, si vous préférez. Moi, je préfère le dire objectivement, c'est-à-dire... aucun hobby n'est parfait, mais je veux quand même vous prévenir de certaines choses qui pourraient vous dissuader au moment de faire votre choix. Est-ce que je m'y mets, est-ce que je m'y mets pas? Ou est-ce que si vous êtes déjà dedans, des choses à prendre en compte, d'accord? Donc, premier point négatif, c'est un hobby qui est coûteux. Ça, je pense que ça surprendra personne, on va pas tourner autour du pot. Beaucoup de hobbies ou de disciplines coûtent de l'argent et celui-là ne fait pas exception. Il n'y a aucun mal à dépenser de l'argent pour profiter de quelque chose qu'on aime. Mais ça doit être fait raisonnablement. Donc, on y reviendra dans la partie conseil pour la suite en termes de gestion d'argent, etc. Mais globalement, si vous n'avez pas les moyens de jouer, ne jouez pas. Vous y jouerez plus tard dans votre vie. Le hobby va pas disparaître, surtout avec l'impression 3D qui se dématérialise. Vous aurez un avenir radieux devant vous. Ne soyez pas pressé. Si vous ne pouvez pas en profiter correctement maintenant sans vous mettre vos finances en danger, ne le faites pas. Vous avez des solutions beaucoup moins chères, comme par exemple Tabletop Simulator sur Steam, où c'est un jeu où vous pouvez jouer à Warhammer, c'est un simulateur de jeu de table, donc vous pouvez en fait télécharger des figurines, des fausses figurines, et puis vous pouvez jouer avec vos potes le temps de tester des armées gratuitement, ou même de jouer le temps que vous ayez de l'argent. Donc ça, il faut pas penser que ça va pas vous coûter de l'argent, c'est pas grave, parce que payer pour ce qu'on aime c'est très bien, il faut que l'argent y serve dans la vie, ça sert à rien de l'amasser et de rien en faire. Mais en même temps, voilà, faut pas se mettre en danger non plus, même pour acheter une raquette de tennis à je sais pas combien d'argent, un instrument de musique à je sais pas combien d'argent, enfin, c'est un budget, il faut en être conscient. Ensuite, deuxième point, c'est un hobby très chronophage. Donc, qu'il s'agisse de la lecture de livres, parce qu'on n'est pas tous des lecteurs rapides, il y en a beaucoup des livres, d'accord? Les vidéos YouTube,
de lore ou d'explications ont tendance à être longues également. Il y a des vidéos YouTube qui font 4h30 juste sur un personnage. Donc c'est un hobby chronophage. En plus de ça, la peinture d'une armée, l'assemblage d'une armée, c'est très long, d'accord ? Faut pas se voiler la face. Il faut accepter qu'il s'agit d'une activité lente et longue. Mais c'est pas forcément un point négatif. C'est-à-dire que moi, j'apprécie de prendre mon temps, d'écouter longuement des gens discuter. Ça ne me dérange pas. Mais si vous êtes quelqu'un qui est en ADHD et qui a souvent besoin de stimuli différents, d'aller jouer à Clash of Clans toutes les 2 minutes, ensuite vous passez sur Subway Surfer, puis la Bible en chinois, bah en fait, vous allez peut-être vous sentir peut-être pas assez stimulé par un hobby comme ça, d'accord ? Parce que si vous ne vous sentez pas assez stimulé dans un hobby comme ça, malgré son rythme lent, vous prenez le risque de vouloir surcompenser votre manque de stimulation par de l'achat compulsif. Et ça, c'est très problématique. Donc prenez bien ça en compte. Si c'est votre truc, par contre, c'est pas un problème. Et il faut pas s'en rendre compte trop tard. Il faut vraiment le savoir à la base. Enfin, le dernier point négatif pour moi, c'est que c'est un hobby dans lequel vous allez être en compétition avec des scalpers. Donc les scalpers, pour info, ce sont les gens qui vont en ligne, ils ont des bots en fait qui achètent tous les produits qui sortent le jour même, et en fait ce sont les gens qui ont pourri basiquement toutes les communautés de collection, les cartes à jouer depuis le Covid, les Warhammer, etc. Donc en fait sur les articles un petit peu demandés, il y aura du scalp, d'accord ? C'est parfois difficile de se fournir, d'autant que Games Workshop en particulier n'a pas énormément de stock en général. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des gens que je connais qui ont passé plusieurs mois avant de pouvoir acheter leurs figurines parce qu'elles ont été totalement scalpées. Donc malheureusement ça c'est un peu le hasard, ça veut dire qu'il y a des sorties qui ne vont pas être scalpées, il y a des sorties qui vont être scalpées. Il faut pas vous faire d'illusions, c'est un hobby de collection donc c'est scalpé malheureusement. Donc si vous connaissez un peu ça dans les cartes à jouer, dans les chaussures, etc. Voilà, je préférais vous prévenir. Aujourd'hui, dans Warhammer, même les livres sont scalpés, pour vous donner une idée. Hein. Donc vraiment, tous les articles sont pas forcément sujets à ça, mais c'est prégnant dans ce hobby. C'est en voie de recul un petit peu, j'ai l'impression, parce que les gens en peuvent plus de ça, et puis honnêtement, les gens gagnent pas tant d'argent que ça à scalper au final. Moins qu'ils le pensaient à une certaine époque, je pense. Donc c'est peut-être en voie de recul, en tout cas c'est mon avis. Mais voilà, il y a peu de stock, donc parfois, vous n'arriverez pas forcément à trouver les figurines que vous voulez à l'instant T. Voilà. Donc, basiquement, ça c'était les points négatifs et les points positifs. Il faudra bien les prendre en compte que vous soyez débutant ou que vous commencez déjà le hobby. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, qui est pour moi la plus essentielle de cette vidéo, c'est la prévision. Prévoir ce qu'on a envie de faire au début d'un projet, au début d'un hobby, etc. Partie 2. Du coup, on rentre dans la partie 2, c'est la prévision de ce qu'on a envie de faire dès le début. Donc pour rappel, c'est le début de n'importe quel projet ou le début du hobby, ça dépend de ce que vous aurez envie de faire ou d'avoir, hein, bien sûr. Donc, à partir de maintenant, moi je vais prendre le rôle d'un débutant qui vient de prendre la décision de me lancer dans le hobby. Comme ça, on va pouvoir suivre ensemble ce que je pense être les étapes les plus faciles à suivre quand on débute. J'ai du coup aucun équipement et j'ai aucune figurine. Je connais absolument rien à part ce qu'on a pu m'en dire de manière indirecte ou ce que j'ai vu sur le net. Voici donc ma carte d'identité. Je m'appelle Jimoté, j'ai 23 ans, pas d'enfant. Je suis un homme hétéro et ma boisson préférée c'est le Monster Energy Breuvase. Je suis entré au contact... Enfin bref, vous aurez compris. Je suis entré au contact du hobby parce que j'ai vu des pubs et des jeux vidéo. J'ai grave accroché à l'esthétique et au Space Marine qu'on voit dans Space Marine 2, comme par exemple le sergent Bitus. Je sais que j'ai donc à peu près envie de faire des ultramarines. Et il n'y a aucune honte à ça d'ailleurs, beaucoup de débutants rentrent dans le hobby comme ça. La plupart des débutants ne sont pas bien entourés et se remettent, comme il est tout à fait normal de le faire, aux conseils des vendeurs Games Workshop pour leurs premières acquisitions. Je vais vous expliquer pourquoi c'est une erreur selon moi dans la partie d'après. Mais mon conseil lors de cette partie sera, il est extrêmement important de prévoir à l'avance ce qu'on veut faire. Ce conseil du coup vaut pour les débutants mais aussi les joueurs expérimentés qui sont en manque de focus, on va dire. Du coup, quels sont les risques ? Pour vous convaincre, je vais vous parler des risques auxquels vous vous exposez si vous ne faites pas vos prévisions de projet à l'avance. Donc déjà, premier risque, accumulation de matériel inutile. Parce que vous ne savez pas exactement vers quoi vous vous dirigez, eh bien, vous risquez déjà d'acheter du matériel soit de mauvaise qualité, soit trop cher, soit que vous n'en avez pas vraiment besoin. Donc, en fait, vous allez vous retrouver avec des choses que vous n'allez jamais utiliser. Ensuite, numéro 2, achat de figurines inutiles pour mon projet. Bah oui, parce que en fait, les achats compulsifs, on en a tous fait.
Mais des fois, en fait, ça prend le pas sur votre projet que vous auriez dû faire. On y reviendra plus tard, mais globalement, on a toujours envie d'acheter tout le magasin, mais il faut se réfréner. Et le problème, c'est que si vous n'avez pas fait de prévision, si vous n'avez pas fait une liste claire sur qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que je dois faire là, à tel mois, à tel jour, etc., bah en fait, vous vous exposez à être plus ouvert, à ouvrir votre porte aux achats compulsifs. Ce qui nous mène donc à une augmentation de votre pile de la honte, c'est-à-dire la pile of shame en anglais, c'est en fait toutes les boîtes qu'on a achetées et qu'on n'a jamais ouvert ou alors qu'on n'a pas vraiment fini, etc. et qui s'accumulent sur nos étagères. Ça, c'est le risque direct. Parce que il faut savoir que la pile de la honte, ça a un effet beaucoup plus direct que simplement de perdre de l'argent. C'est aussi quelque chose qui, psychologiquement, peut vous atteindre. C'est beaucoup plus dur de finir un projet quand on sait qu'il nous reste 150 boîtes à finir, plutôt que de nous dire, bah voilà, j'ai acheté cette boîte, je vais la finir. Psychologiquement, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus dur. C'est un autre problème. Bien sûr, en parlant d'argent, il y a davantage d'argent dépensé en moyenne que vous ne l'auriez fait en prévoyant votre projet dès le départ. Donc ça, faire un budget, je vais pas vous l'apprendre, mais moi je considère que faire un budget c'est quelque chose qu'on aurait dû apprendre à l'école pour tout le monde dès très tôt dans l'adolescence, parce que en fait si vous ne prévoyez pas votre budget au moins un minimum ou au moins dans le sens où vous allez, en fait vous risquez avec cette accumulation de matériel, ces accumulations de piles de la honte, etc. à vous faire une sorte de panier percé, c'est-à-dire que pour rattraper vos erreurs d'organisation, bah, vous allez acheter plus. Et vous allez acheter pour essayer de récupérer votre retard, de récupérer le matériel que vous n'avez pas acheté efficacement, etc. Et du coup, vous vous exposez à effectivement davantage d'argent dépensé. Et le dernier risque, c'est moins bon résultat en beaucoup plus de temps. Parce que, comme on l'a dit au départ, c'est un hobby chronophage, et on a quand même envie d'avancer, même si certains d'entre nous veulent vraiment une peinture d'exception, et du coup mettre du temps, ils veulent quand même avancer, je pense. Quand on a un projet, on a envie de le finir. Même si ce qui est intéressant aussi, c'est le voyage jusqu'à cette fin. Mais au final, on est quand même sur des résultats qui sont moins bons parce qu'ils sont moins sérieux, ils sont moins programmés, ils sont moins clairs dans votre tête, si vous n'avez pas prévu les choses, et en plus de temps. Moi, par exemple, un de mes plus gros projets, c'était mon armée de Black Shield. Je l'ai très bien programmé, très bien prévu dès le départ. J'ai fait 3000 points en un temps record. Vraiment, je n'avais jamais fait une armée aussi complète, aussi convertie en si peu de temps. Donc la plupart des débutants, ils plongent un peu à l'aveugle dans ce hobby, avec pour seule boussole un peu le vendeur Games Workshop, et puis c'est un hobby qui est coûteux et chronophage. Et moi-même, c'était mon cas, quand j'ai repris sérieusement le hobby, j'ai fait ces erreurs-là, donc je voudrais que vous évitiez de les faire. Si mon expérience peut vous servir, ça me fera plaisir. Avec le temps, moi j'ai appris qu'en préparant un projet de façon sérieuse, on limite fortement les dépenses inutiles, et aussi le temps perdu par la suite. Il faudra donc que vous puissiez répondre à plusieurs questions pour savoir si votre projet est clair dans votre tête. Ce sont aussi des questions qui peuvent vous servir de guidelines, c'est-à-dire des questions qui vont vous permettre de monter votre projet de zéro, parce que si vous êtes capable d'y répondre, et vous savez que ce qui vous reste à faire, c'est juste de vous lancer. Donc on va voir un peu les questions que je vous ai préparées. Donc la première question, c'est quel est mon but dans ce hobby ou ce projet ? Donc dans ce projet d'armée ou quoi, ou dans le hobby si je commence. Deuxième question, quelle collection est-ce que j'ai envie de faire ? Troisième question, qu'est-ce que je n'ai pas envie de devoir faire ? Et la dernière question, c'est pour obtenir quel résultat ? Si vous êtes capable de répondre à ces questions, vous aurez déjà créé des rails qui vous permettront de ne pas vous perdre en cours de route, ou au moins de limiter les risques. Moi, je me remets dans le rôle de Jimoté, et je vais en faire l'expérience avec vous, je vais répondre moi-même à ces questions en prenant le rôle de Jimoté. Donc, première question, quel est mon but dans ce hobby ou ce projet ? Le but de Jimoté, c'est de jouer à Warhammer 40 000, au sein du club de jeu qui est près de chez lui. Quelle collection ai-je envie de faire ? La collection que Jimoté veut faire, c'est le chapitre des Ultramarines, spécifiquement ceux de Warhammer 40 000, car il a adoré Space Marine 2 et le Sergent Bitus. Troisième question, qu'est-ce que je n'ai pas envie de devoir faire ? Lui, il pense qu'il a pas trop envie de passer son temps à peindre son armée parce qu'il a surtout envie de jouer. Ça ne le dérange pas de le faire, bien sûr, et de passer un peu de temps, mais il veut pas y passer sa vie. Donc, il veut une technique de peinture simple et rapide. Pour obtenir quel résultat ? Eh bien, le résultat qu'il veut obtenir, c'est une armée de 2000 points, c'est-à-dire une armée compétitive, avec lesquelles il peut jouer dans son club. Maintenant qu'on a mis des mots sur ce que souhaite faire Jimoté, eh bien, il peut accomplir son projet, il peut trouver des solutions claires pour répondre à chaque tâche qu'il va devoir accomplir, afin d'arriver à son résultat souhaité.
On va suivre Jimote pour une séance shopping, car il va devoir s'équiper puisqu'il ne part de rien. Et ce shopping, bien sûr, vous pouvez le suivre si vous êtes débutant, mais vous pouvez aussi vous en inspirer pour vos prochains achats si vous êtes déjà dans le hobby. On passe du coup à la partie suivante. Les premiers achats, un guide pour bien s'équiper sans trop dépenser d'argent. Les achats, ils se séparent en plusieurs catégories. Bien cibler ces catégories d'articles va vous permettre de pouvoir comparer les prix entre les articles et économiser un maximum d'argent. La plupart des débutants, ils vont s'équiper dans le rayon nouveaux joueurs chez Games Workshop parce qu'ils connaissent pas mieux, et il s'agit d'une erreur, à bien des égards. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi c'est une erreur, avant qu'on parle de ce que vous devriez acheter. Ce qu'il faut savoir sur Games Workshop, ou sur les grosses marques en général, c'est que c'est plus ou moins des Apple Store glorifiés, plutôt qu'une boutique de hobby, ou un club de hobby. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que Games Workshop, ils vendent leurs articles à prix premium, c'est-à-dire que ce sont les prix les plus chers du marché. Et c'est bizarrement les boutiques de revente indépendantes qui vendent les articles à prix réduit, ce qui est assez bizarre, mais c'est légal, et souvent dans les boutiques indépendantes de jeux, qui sont licenciées pour vendre du Games Workshop, ils vendent souvent entre 10 et 15% moins cher, voire 20% dans le meilleur des cas. Donc, déjà, si vous avez une boutique indépendante dans votre ville ou quoi, je vous conseille déjà d'y aller, parce que déjà vous paierez moins cher pour le matériel officiel, et puis surtout, vous ferez vivre un commerçant qui a plus besoin d'argent que la super grosse compagnie Games Workshop. Et en plus, Games Workshop, malgré les prix premium, il va vous proposer des produits qui sont très mauvais, en très mauvaise qualité, quand ça ne concerne pas les figurines. Par exemple, leurs pinceaux, ils sont vraiment nuls par rapport à leur prix qui est délirant. Les autres objets, comme les poignées de modélisme, couteaux de précision, pinces, bits de conversion, j'en passe, ils sont également pourris en général et vendus à prix d'or. Donc vous allez payer plus cher pour avoir du moins bon matériel. Après, encore une fois, Games Workshop, pour ce qui est de la figurine, ils font des figurines de bonne qualité. C'est cher, mais je veux dire, c'est eux qui ont la marque, donc pour acheter des Space Marine, il n'y a pas mieux que Games Workshop, bien sûr, c'est normal. En tout cas, Jimote, lui, il veut quand même faire son armée d'ultramarines, et il n'y a pas de mal à ça. Donc il va quand même aller acheter sa première figurine là-bas. Mais il va devoir avoir déjà une base de matériel pour permettre de mener ce début de projet à bien. Donc, on va faire une liste de ce dont vous aurez besoin, et ensuite on va vous expliquer les différentes catégories et à quoi ça sert et pourquoi il faut les acheter. Donc, il va vous falloir donc des pinceaux, de la peinture, un primer, il va vous falloir également une palette, également des petites pinces coupantes de précision, un couteau de précision, de la colle plastique, et bien sûr, votre première figurine, ou votre première boîte. Donc, ça, c'était la liste rapide. On va adresser chaque article individuellement, et expliquer la raison de chaque achat. On va commencer avec la partie peinture, parce que c'est souvent la plus compliquée pour les gens qui ne connaissent pas, et c'est aussi la plus importante, bien sûr, parce que la peinture, c'est le plus important dans le hobby, quand on crée son armée. Les pinceaux, on va commencer par les pinceaux. Donc c'est un sujet sensible chez tous les peintres, parce que tout le monde a sa préférence. Mais moi, mon conseil, ce sera celui-là. Les pinceaux, voyez-les comme des stylos avec différents types de mines. Vous allez en utiliser certains pour obtenir certains traits et certains niveaux de précision. Cependant, puisque vous débutez, vous n'avez pas envie forcément de vous prendre la tête. Donc il est important que vous ayez, au départ de votre hobby, un pinceau qui est excellent, qui sera votre pinceau principal, et qui vous permettra d'utiliser la grande majorité des techniques de base à faible ou moyenne précision. Pour cela, je recommande de dépenser un peu d'argent dans l'acquisition d'un pinceau en poil naturel. Il coûte un peu plus cher que les pinceaux synthétiques, mais dure beaucoup plus longtemps, surtout si vous l'entretenez. Leur pointe est en général également meilleure. Je vais donc vous conseiller, même si ça peut vous paraître contre-intuitif, de ne pas prendre un pinceau trop fin ou trop petit, ou pas assez cher. Vous pensez qu'un pinceau de précision très petit avec une très petite pointe vous sera plus utile, car vous débutez, donc vous n'êtes pas très bon, vous n'êtes pas très précis, et que vous avez besoin d'être précis, plus que quelqu'un qui est expérimenté. Sauf que c'est faux. Vous n'avez pas le niveau de peinture pour rentabiliser une extrême précision, et un pinceau trop petit vous fait également peindre plus lentement sur une zone plus petite. Il ne faut pas l'oublier. Donc un pinceau petit, ça va vous faire perdre du temps sur des grosses figurines, et en plus vous n'allez pas pouvoir le rentabiliser parce que vous n'êtes pas assez bon pour le faire. Un pinceau de taille moyenne sera donc très rentable pour le débutant. Je vous donne la référence que moi j'utilise, et que beaucoup de gens utilisent, c'est le pinceau de la marque Raphaël, de type 8404, et moi,
Même s'il y a toutes les tailles, je vous conseille la taille 2, qui est un bon début pour tout débutant. Parce que justement, en taille 2, il n'est pas trop petit et pas trop gros. Donc vous allez pouvoir couvrir par exemple une figurine de type Space Marine très facilement, vous allez pouvoir utiliser tout type de peinture dessus, et en plus de ça, sa pointe est suffisamment fine pour faire le niveau de détail qui sera exigé pour la plupart des détails que vous aurez sur vos figurines, sachant que vous n'allez pas essayer de faire quelque chose de très compliqué au départ. Ce n'est pas le pinceau le moins cher, mais vous le rentabiliserez beaucoup avec le temps. Vous pouvez me croire là-dessus. Son gros réservoir vous permet de couvrir votre armée facilement, et sa pointe fine vous permettra de faire tous les détails que vous aurez besoin à votre niveau d'expérience. En plus, il peut utiliser tous les types de peinture avec efficacité comme les contrastes et les speed paint qui sont très aqueuses, la peinture normale et bien sûr les washes, les layers, etc. Vous pouvez vraiment tout faire avec un pinceau comme ça. Ce pinceau, en fait, son objectif, ce sera de devenir votre pinceau principal, votre main si vous voulez. Et vous allez vous en servir 90% du temps. C'est pour ça que je vous conseille de mettre un peu d'argent dedans, parce que vous allez être amené à l'utiliser le plus souvent. Mais quand je dis le plus souvent, c'est pas 50% du temps, c'est 90% du temps, d'accord ? Vous pouvez faire une figurine uniquement avec ce pinceau. Et comme on veut pas l'abîmer trop vite, parce qu'on veut qu'il nous dure des années, et ben vous allez le nettoyer après vos sessions avec du savon à pinceau. C'est très utile pour rentabiliser vos pinceaux en poils naturels, voire indispensable, sauf si vous avez l'argent pour vous en acheter un tout le temps. À ça, on peut rajouter également un set de pinceaux synthétiques nuls. Ce n'est pas obligé d'être de la bonne qualité, comme de type pinceau de maquillage sur Amazon, ou à Action, ou à 2€ chez Cultura, comme par exemple les Créalia. Ce seront vos pinceaux secondaires. Donc vous n'êtes pas obligé d'en prendre soin, et vous les utiliserez uniquement pour faire du brossage ou certains autres effets. Vous pouvez donc les prendre dans des gros lots, c'est-à-dire des lots avec 10, 15 pinceaux, etc., pas cher, et il n'est pas nécessaire d'en prendre particulièrement soin. Donc ça vraiment, en moins de 5€, vous faites des pinceaux un peu plus gros, et puis vous prenez des pinceaux avec des formes différentes, des bords plats, etc., pour avoir d'autres effets possibles. Sachant que ce n'est pas quelque chose que vous utiliserez souvent du tout, et bien en fait, on n'a pas besoin d'avoir un très bon pinceau comme le pinceau principal. Avec ces deux types de pinceaux, on sera donc très bien équipé pour environ 25€ en moyenne, avec un vrai équipement, de bonne qualité et durable pour votre pinceau principal, et pratique et pas cher pour les pinceaux secondaires. Ensuite, vient la peinture. C'est le deuxième élément le plus important. Du coup, le bon choix de la peinture est essentiel. Il n'y a pas vraiment de meilleure marque, car toutes les peintures ont leurs avantages et leurs inconvénients. Essentiellement, vous allez les essayer, etc. Et faire votre propre choix par la suite. Donc avant tout, si vous avez le choix entre plusieurs marques de peinture, prenez en fonction des teintes, prenez en fonction des couleurs, plutôt qu'en fonction des noms. Il y a beaucoup de débutants qui disent « Ah mais quelle peinture tu utilises pour faire ça ?» Moi j'aime pas trop donner les noms des peintures, je préfère donner les teintes. Si j'utilise un rouge sombre, je vais dire rouge sombre. Je vais pas dire corn red ou je sais pas quoi. Parce qu'en fait, ça laisse à penser le débutant qu'il n'a pas le choix que d'acheter le corn red. En fait non, il prend le rouge sombre qu'il veut. Voilà. On va partir du principe que Jimote, lui, il veut faire exactement comme dans Space Marine 2, donc il va plutôt prendre des peintures Games Workshop. Mais si vous avez le choix entre plusieurs marques, prenez en fonction des teintes qui vous plaisent. D'accord ? Pour faire les bons choix, on doit s'être posé les bonnes questions. Encore une fois, on repart sur le côté prévision. D'accord ? Jimote veut faire des ultramarines comme dans Space Marine 2. Cela nous permet tout de suite de savoir ce qu'il lui faudra pour faire ses figurines. Je conseille toujours de prendre quelques pots qui pourront accomplir un ensemble de choses et que nous pourrons recycler sur diverses applications, sur chaque pot, sur les figurines de niveau débutant. Je vais les articuler avec 4 types de peinture. 1. Couleur primaire, 2. Couleur secondaire, 3. Couleur tertiaire et 4. Accessoires. La couleur primaire de Jimote sera le bleu bien entendu, il veut faire des ultramarines. En secondaire, il a envie de doré pour faire les rebords de ses épaulières et les bijoux que porteront ses personnages. Pour le tertiaire, il va opter pour du rouge afin de faire les lentilles et les casques de ses sergents. Maintenant, on a une idée basique des teintes de base qu'il faudra à Jimote pour faire la plupart de ses Space Marines. Il faut aussi prendre en compte son désir de ne pas trop faire de façon compliquée et de le faire rapidement, puisque Jimote, lui, la peinture ne l'effraie pas, mais il n'a pas envie d'y passer sa vie, vous voyez ?
Donc, contrairement à ce que vous diront les vendeurs de Games Workshop, il ne faut pas forcément 2 à 3 teintes de chaque couleur pour faire seulement une pièce d'armure, d'accord ? Une seule teinte, si elle est utilisée intelligemment, peut parfaitement faire l'affaire. C'est-à-dire vous divisez quand même le prix par 3, d'accord ? Je conseillerais donc à Jimote de prendre du speed paint ou alors ce qu'on appelle du contraste chez Game Workshop, comme par exemple l'Ultramarine Blue, pour avoir une couche de base très facile et rapide à appliquer sur la base de sa figurine. Garde besoin de plus pour commencer. Et s'il veut absolument, il peut acheter un bleu clair pour ensuite faire un léger brossage par-dessus, et c'est tout. Pour sa couleur secondaire, une seule peinture suffira. Il prendra le doré qu'il souhaite, et c'est tout. Pour la tertiaire, qui est le rouge, on utilisera un rouge neutre et simple, c'est tout. En termes d'accessoires, voilà ce qu'on risque de rencontrer du côté des Space Marines. Des armes, des épées, des parchemins, des seaux à la cire, des ossements, etc. Je conseille aussi à toutes les armées d'acheter au moins une teinte des couleurs suivantes qui se retrouvent dans quasiment tous les aspects du hobby. Un gris métallisé, pour toutes les parties des armes et du métal apparent, cela vous sera utile quasiment tout le temps. Un ton chair neutre et un ton chair clair pour tout ce qui est peau, mais on verra par la suite qu'il y a d'autres applications. Un noir pur et un gris clair, ou un blanc pur si vous préférez. Dans toutes ces peintures qui ont été nommées, on va réutiliser également certaines couleurs qu'on a achetées pour ne pas avoir en acheté de trop. Par exemple, il n'est pas nécessaire d'utiliser un pot pour chaque élément de l'armure. Par exemple, les seaux à la cire, on va utiliser exactement le même rouge que pour les casques et les lentilles de ces Space Marines. Pour les parchemins, on peut également utiliser les 2 tons chair qu'on a achetés. Ça fait très bien illusion. Voilà 2 exemples très faciles à mettre en place pour recycler vos achats et ne pas dédier un pot à une seule utilisation. Enfin, la dernière chose à acheter selon moi, ce sont les washes. Alors, qu'est-ce que c'est une wash ? Une wash, c'est une peinture basiquement très diluée, quasiment on dirait de l'eau. Elle est faite de différents pigments, donc en fait vous aurez des washes de différentes couleurs, et la base c'est que vous allez l'appliquer sur un élément ciblé ou sur une plaque d'armure par exemple pour lui donner une teinte légèrement et marquer les creux. Ça c'est très utile pour les débutants qui n'en font pas forcément d'application ciblée mais qui, grâce aux propriétés de la wash, permettent à leurs figurines qui sont pas forcément très bien peintes d'avoir un résultat beaucoup plus professionnel très rapidement. Donc ce sont des produits très pratiques que vous allez très souvent utiliser, ça donne beaucoup de volume. Donc pour cette ultramarine, moi je pense que seuls 2 washes seront nécessaires. La wash rouge chair, qui s'appelle, je vous donne l'exemple, Reikland Flesh Shade, et la wash noire qui s'appelle Null Oil. Ces 2 washes auront des applications variées sur toutes vos figurines et leur achat sera très rentable sur le long terme parce qu'on va les utiliser sur plein de trucs. Par exemple, la wash rouge, on va l'utiliser sur la peau, sur les parchemins et sur le doré qu'on utilise sur les épaulières. Quant à la wash noire, elle peut être utilisée sur tout ce qui est métallique, dans les creux des plaques d'armure bleues si on en a besoin, d'accord, et sur les accessoires qu'on veut, sans parler du socle. Parlant de socle, je conseille également à tout débutant d'acheter un pot de peinture texturée pour socle, type astrogranite par exemple, qui permettra de faire un socle simple. Par exemple, ces pots de peinture texturée, ce sont des peintures qui ressemblent un peu à de la confiture, si vous voulez, vous l'appliquez avec vos pinceaux pas chers, parce que ça peut abîmer les pinceaux, et en fait quand elles sèchent, ça crée des textures, une texture de boue, une texture de rocher sur vos socles, d'accord, vous en mettez vous tartinez votre socle avec, d'accord, et en fait ça vous fait un léger, comment dire, ça vous fera un léger décor, sans effort. Par exemple, si on veut faire un socle gris, moi c'est ma recette, j'utilise la couche d'astrogranite, donc ça c'est la couleur qui sèche qui fait le relief de la terre, d'accord. Après j'utilise ma wash noire, Null Oil, encore une fois j'en ai pas racheté pour ça, sur tout le socle. Quand c'est sec, je fais un léger brossage avec un de mes pinceaux synthétiques avec du gris clair, et ça me fait tout simplement ressortir toutes les petites arêtes de rocher, et voilà c'est bon, mon socle il est prêt, et j'ai acheté pour ça aucune autre peinture, parce que j'ai recyclé toutes mes autres teintes que j'avais déjà achetées dans mon projet. Donc en résumé, voilà. Même si on s'adapte au niveau de ses achats à une autre armée, par exemple, imaginons que Jimote veut faire une armée Imperial Fist, ça changera ses couleurs primaires et secondaires, mais ça reste la même technique. Et puis en plus,
vous en sortirez avec un total en général de 2 washes, une peinture de socle et un maximum une dizaine de peintures. Hein. C'est un budget pour commencer, mais si vous avez ciblé les bonnes teintes pour votre projet, vous ne serez pas obligé d'en racheter à volontant. Même si vous rachetez de la peinture plus tard, ce ne sera pas plus d'un ou deux pots, et encore, par simple désir d'essayer une nouvelle couleur. Vous n'aurez pas l'obligation de refaire tout un stock, et vous serez calé pour un bon moment. Donc basiquement, pour une trentaine d'euros, à peu près, ça dépend de là où vous vous fournissez, pour une trentaine d'euros, 30-35 euros, vous avez entièrement tout ce qui est peinture pour commencer, vous pouvez faire une armée entière avec juste ça. Bien sûr, vous pourrez en rajouter à loisir après, mais c'est pour la base, je pense que c'est une très bonne formule, d'accord ? Je recommande également d'éviter absolument les boîtes pour débutants Games Workshop qui sont des arnaques pas possibles pour la plupart, puisque en fait ils vont vous donner des figurines, de la peinture, des pinceaux, etc. Leurs pinceaux sont nuls à chier, d'accord, à prix d'or. Leurs peintures sont bonnes, mais le problème c'est qu'en fait la boîte est conçue de telle façon à ce qu'ils vous donnent des peintures essentielles, par exemple du bleu pour vos ultramarines, mais ils vont pas vous donner des washes essentiels, ils vont pas vous donner du rouge essentiel, ils vont pas... Et en fait vous allez vous trouver avec un set pour débutants que vous avez acheté à prix d'or, et en fait ils auront pas donné un tiers des peintures qu'il faut. C'est fait exprès, hein, c'est fait exprès. Ils vont vous donner une idée de ce que vous pourriez avoir, ils vont vous donner que 50% de ce que vous devriez avoir, d'accord ? Games Workshop ce sont des marchands. C'est pas grave, mais quand ils vous vendent quelque chose, c'est toujours dans l'optique que vous reveniez parce que vous n'aurez pas tout eu, d'accord ? Donc faut faire attention à ça. La dernière étape de la peinture, c'est le primer. Donc, le primer, c'est un type de peinture spéciale que vous achetez en pot, en bouteille, en bombe, etc., suivant les marques. Elle sert à faire la couche de base d'une figurine, donc c'est-à-dire que vous l'appliquez directement sur le plastique, quand vous avez assemblé votre figurine. Vous en avez une sélection dans toutes les marques de peinture hobby, en général pour un prix très cher, hein, c'est autour de 15-17 € la canette, c'est très très cher. Elle fonctionne bien, mais c'est cher. Si vous voulez économiser de l'argent là-dessus, je vous conseille celle de chez Action, marque Spectrum, qui coûte 3 €. C'est pas exactement du primer, parce que le primer c'est une peinture spéciale qui va aider la peinture à s'accrocher. Donc c'est-à-dire que si vous avez vraiment besoin d'un primer, n'achetez pas forcément ça, mais si vous avez juste besoin d'une sous-couche, par exemple noire à 3 €, et que vous savez ce que vous faites, allez-y. Vous économiserez 60% du prix comme ça, c'est très bien. On aura du coup envie d'acheter un primer facile à travailler pour sa figurine, parce que ça fait largement le taf. Si votre objectif c'est de peindre une figurine sombre, un primer noir, ça peut être une très bonne idée. Là, Jimote, vu qu'il veut une teinte contraste bleu pour son bleu ultramarine, on est obligé de passer par un primer soit blanc, soit gris clair. Moi je conseille le gris clair parce que c'est plus facile à travailler en général que le blanc. Le blanc c'est un peu tricky, surtout en bombe. Donc moi je lui conseillerais un gris clair à appliquer sur sa figurine dès le départ. Ça lui permettra ensuite d'utiliser sa contraste bleu pour faire la couche de base. Et c'est tout pour la peinture. Donc je vais ensuite vous indiquer quelques objets très utiles et rentables, et il faudra toujours les considérer quand vous vous lancez dans ce projet. On va les appeler les accessoires. Donc, pour l'assemblage des figurines, il vous faudra une paire de pinces coupantes pour détacher les bits de la figurine de leur grappe de plastique. Moi je vous conseille une pince au bord fin, d'accord, comme ça vous permet de ne pas trop galérer à passer dans les petits recoins de la grappe pour découper facilement les bits. Il vous faudra aussi un couteau de précision, c'est un petit scalpel qui vous permettra de faire disparaître les lignes de moulage, de gratter, de corriger certains trucs sur le plastique, etc. et de faire disparaître éventuellement un morceau de grappe qui serait resté coincé sur votre plastique. La colle plastique fournie par Games Workshop fait très bien le taf dans un premier temps, je vous la conseille, et elle vous servira à assembler vos modèles, et elle n'agit pas tout à fait comme de la superglue, donc elle colle pas les doigts, elle ne colle que le plastique. Vous pouvez aussi, si l'envie vous prend, acheter une poignée. C'est un objet qui est très secondaire, mais pour le coup qui est très utile aussi. Elle vous sert à gagner en précision quand vous peignez, parce que votre figurine, elle sera pas tenue par vos gros doigts sales. Et du coup, vous la manipulerez pour atteindre des angles beaucoup plus faciles. Enfin, le dernier accessoire que je conseille vivement, c'est l'obtention d'une palette humide. Pour moi, c'est indispensable. La peinture pour figurine, elle sèche très vite, d'accord ? Et la palette humide, elle sert à la garder humide et utilisable pendant longtemps et continuer à la travailler pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Pour moi, c'est un must-have, et il faut l'avoir pour diluer facilement ces peintures, les utiliser facilement, et même faire des mélanges par la suite. Donc, basiquement, tous ces accessoires, vous pouvez les trouver chez des revendeurs du hobby, mais ils vous taxeront au prix fort en général.
Donc, vous pouvez aussi trouver certains outils dans vos rayons bricolage en fonction de votre budget. Attention à faire attention aux petites tailles en termes de pinces, il faut que ce soit quand même assez précis, d'accord? N'achetez pas des outils pour refaire les murs et ensuite pensez que c'est de la bonne taille pour faire les figurines. Prenez vraiment des petits outils. Vous avez aussi des sites dédiés au hobby, comme par exemple Green Stuff World, ils fournissent tout, donc je vous conseille d'aller voir. En achetant tout ça, du coup, vous devriez avoir assez pour vous équiper entièrement. Si on compte tout ce qui est peinture, pinceau et accessoires, vous devriez avoir votre hobby qui est complètement lancé pour moins d'une centaine d'euros. Je dirais entre 80 et 100 euros, dépendant de comment vous voulez faire, combien de peinture vous voulez, etc. Mais aux alentours de 80 euros, vous serez prêt à rentabiliser votre budget. Et tous ces achats vous serviront pour toute votre armée et pour les années à venir. C'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, les hobbies, on a toujours l'impression que c'est cher, c'est vrai, Warhammer c'est cher. Quand vous commencez n'importe quel hobby, c'est cher, hein. Vous faites de la musique, vous achetez un instrument, c'est hors de prix, quand vous êtes obligé de le louer, hein. La plupart du temps vous pouvez même pas l'acheter l'instrument, quand vous achetez une raquette de tennis c'est cher, des clubs de golf c'est cher, donc c'est bon. On est entre nous, on est des adultes, la vie c'est cher, ne vous lancez pas, encore une fois, dans Warhammer, si vous n'avez pas 80 euros à mettre pour vous booster le début de votre hobby, quoi. Parce que si vous mettez moins qu'un certain prix, vous allez galérer vraiment au début, vous êtes des SDF de Warhammer, vous aurez la moitié du matos qu'il vous faut, etc. Et c'est pas comme ça qu'on peut apprécier le hobby. Attendez, économisez, et ça ira mieux après. Mais je préfère vous dire honnêtement que de toute façon, pour ce qui est des besoins primaires du hobby, j'ai essayé de vous faire une liste concrète et surtout pas trop chère. Mais voilà, c'est autour de 80 euros si vous voulez. Il faut être logique à un moment. Voilà. Il y a un prix minimal, on va essayer de se fournir autour de 80 euros, c'est déjà très bien. Et un peu moins même si vous êtes malin. Donc vous devriez comparer les prix de toute façon entre les différents revendeurs, mais je vous ai donné déjà une bonne idée de ce que vous pouvez suivre. Donc voilà, on a tout le matériel. D'ailleurs, pendant qu'on en parlait, Jimote est allé à Games Workshop pour s'acheter une boîte de Space Marine, il est en train de revenir. Bonjour. Bon bah, direction rayon des nouveautés, hein. Ah, mais vous êtes qui? Eh, salut mec, ça va? Alors dis-moi, tu peins quelle armée en ce moment? Les ultramarins. Génial! Je sais pas si t'as vu, mais on a sorti les nouveaux Primaris dernièrement, les Penetrators. Leurs règles, elles sont mieux que les autres figurines, genre les originales. Ah, ouais. 69,99. En fait, c'est que... 69,99. Alors que Jimote observe avec crainte le manager Games Workshop en face de lui, ce dernier pose alors une de ses mains sur sa hanche, déportant un peu l'axe de son corps sur la jambe droite. Il commence ensuite à effectuer des mouvements de type giratoire avec son bassin, dans l'espoir que Jimote pense qu'il s'agit réellement d'un être humain. En fait, monsieur, je viens pour acheter ma première boîte, je pensais prendre ceux de base, vous voyez, les intercessors quoi. Le manager hausse les sourcils, l'air étonné de la requête de Jimote. Des intercessors? Mais pourquoi? Les Pénétrateurs sont plus forts. Pour avoir leurs règles, il suffit d'acheter le supplément qui vient de sortir à 40 euros. Ils sont pas dans le codex de base. Ouais, je sais pas trop, hein. En peinture, t'as ce qu'il te faut déjà, parce que je peux te proposer un set pour nouveaux joueurs avec des teintes dont tu peux te servir occasionnellement, une fois de temps en temps, pour seulement 30 euros. Il te suffit juste de rajouter 4 pots, le Camo Green, le Orc Skin Green, le Caliban Dark Misty Forest Green et le Your Mom Ho Green. Ça sera pour finir les lentilles de tes casques et tout. Mais ça fait cher, 4 pots pour 2 yeux par figurine, non? Ouais, mais effet garanti, comme dans notre magazine. Un pote m'a dit de commencer par le truc de base pour prendre en main niveau peinture. Regardez, j'ai acheté quelques Army Painter avant de venir, c'est cool, hein. Le manager perd alors son sourire et se redresse presque mécaniquement, quittant la posture de détente typiquement humaine qu'il avait adoptée jusqu'alors. Je vois. Il se saisit d'un talkie-walkie à sa ceinture et parle dedans. On a un 6,25 en boutique. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, petit gars, t'as amené de la contrebande en boutique. On n'a pas le droit de rentrer du Army Painter ou d'autres trucs non Games Workshop.
Du coup, on a demandé une escouade d'exécution juste pour toi. S'occuper de moi? James Workshop prend ses priorités très au sérieux. Bon, je crois que ça s'est mal passé pour Jimote. Bon, j'espère qu'on le reverra plus tard. En tout cas, nous voici arrivés à la fin de la vidéo, donc on va conclure sur une partie sur quelques petits conseils pas trop scriptés pour finir. Donc ça, c'est des conseils que je vais vous donner pour la suite de votre hobby, c'est-à-dire si vous êtes débutant et que vous avez suivi ce guide et que vous voulez aller plus loin ou avoir une idée de ce qui vous attend, vous pouvez rester. De même, si vous avez besoin d'idées, si vous avez besoin également de conseils pour votre projet actuel, vous pouvez également rester. Donc, mon premier conseil pour moi, ça va être de toujours très bien prévoir ce que vous aurez besoin, car ça vous permet d'économiser temps et argent. Donc ça, vous l'aurez compris, c'est mon point principal. Dans la vidéo, je vous l'ai dit plusieurs fois, la prévision, surtout en matière d'army painting, je parle pas d'acheter un héros de temps en temps juste pour le peindre vite fait. Je parle vraiment d'army painting, de projets solides, projets coûteux. Il faut que vous fassiez, voilà, soit un fichier texte, soit un petit carnet, puis vous notez tout ce que vous aurez besoin, tout ce qu'il vous faudra, et ensuite vous notez les prix. Ça, c'est mon conseil numéro 1, mais vous l'aurez compris. Ensuite, moi, un conseil, bon, c'est un conseil un peu utopiste, on va dire, parce que c'est rarement, même moi je le fais rarement, c'est toujours finir de peindre une boîte avant d'en racheter une autre. Idéalement, quand vous êtes à une phase de votre projet où vous avez acheté les boîtes ou la boîte qu'il vous faut pour la phase actuelle de votre projet, essayez de finir cette boîte ou ces boîtes, cet ensemble de boîtes que vous avez acheté avant de racheter une nouvelle phase de votre projet avec plusieurs boîtes. Pourquoi ? Parce que ça vous permet d'avoir un sens de progression beaucoup plus grand. Et je vais m'expliquer là-dessus. En fait, si vous vous lancez de le hobby pour jouer avec une armée, si vous découpez la construction de votre armée en phases, ça va vous permettre déjà de commencer à jouer plus tôt, mais aussi d'avoir un sens de progression plus grand. Par exemple, demandez à vos amis ou sur internet de vous aider à créer une armée finale de 2000 points, par exemple l'armée de Jimote de 2000 points d'Ultramarine, d'accord ? Avec toutes les unités que vous voulez jouer au final, que vous aimez. Par exemple, je sais pas, un Primarch ou peu importe. Mais en tout cas, des grosses figurines qu'on ne joue pas à petit format. Mais ce que vous voulez jouer au final, grâce à cette prévision dont je vous parle. Ensuite, on va la découper par exemple en 4 phases de 500 points jouables. Jimote, il peut acheter 500 points, d'accord ? Il peut acheter 500 points d'un coup, ou moins, ou plus, enfin on s'en fout, c'est à vous de voir. Et il va finir avant toute chose de peindre ces 500 points, ou cet autre format de points que vous aurez décidé. Et une fois qu'il a fini les 500 points, eh ben il rachète 500 points. Il peint les nouveaux 500 points, il arrive à 1000, 1500, 2000. Et en fait, ce qui est cool quand vous faites ça, c'est que, surtout quand vous commencez le hobby, l'important c'est de jouer, c'est d'expérimenter, c'est d'avoir un feeling. Et ça vous permet déjà de jouer avec toujours des figurines peintes, ce qui est beaucoup plus agréable que de ne pas jouer avec des figurines peintes. Et surtout, en fait, ça vous permet de faire ce que les pros appellent une escalation league, mais c'est pas c'est pas comme ça forcément, mais ça vous permet de jouer à 500 points déjà, et puis ensuite à 1000 points. Et en fait, ça vous permet de voir votre armée grandir. Et je vous assure que d'un point de vue peinture-assemblage, quand vous êtes en train de bosser sur votre armée, disons, et que vous retournez vers votre étagère et que vous voyez qu'il y a déjà 500 points de fini entièrement de votre armée qui attend les 500 points que vous êtes en train de faire déjà, bah en fait, quand vous attaquez ces 500 points, ça vous sert d'encouragement. Il n'y a rien de mieux que de... Vous faites une phase supplémentaire à votre armée et vous voyez déjà les 1500 points qui sont finis. Et vous vous dites, ah ouais, en fait, j'ai quasiment tout fini, le résultat va être fou, quoi. Si vous achetez 2000 points d'un coup, même si vous avez l'argent et que vous pouvez vous le permettre, ça peut être une erreur parce que c'est très décourageant. C'est une erreur classique que beaucoup de gens font, c'est trop acheter d'un coup, parce que on a envie de tout avoir d'un coup. On veut commencer avec Gulliman, avec Abaddon, on a envie de commencer avec le lion, vous voyez. Mais en fait, si vous prenez tout d'un coup, quand vous vous retournerez vers votre étagère, première chose, déjà il y aura aucune figurine de prête, donc vous regarderez du vide. Et au contraire, vous vous retournerez vers toutes les boîtes que vous avez achetées et vous serez là, oh là là, c'est dur, il me reste encore 1999 points, au secours. Donc c'est très psychologique. Il y a des gens à qui ça marche pas du tout ce conseil, mais la plupart des gens, je pense que ça peut être un très bon conseil. C'est ce que j'ai fait avec mes Black Shield, j'ai commencé par 1000 points, ensuite j'ai fait 1500,
2000 et j'ai fait 3000 après. Et c'est comme ça que j'ai vraiment réussi cette armée. Ensuite, un autre conseil serait de ne jamais acheter au hasard des choses. Quand il s'agit de boîtes d'un certain prix, les petites boîtes genre un héros, un accessoire, etc., c'est pas grave, parce qu'on peut les réutiliser, parce qu'on peut en faire différents trucs, et puis surtout un héros, peut-être vous avez envie juste de peindre quelque chose d'une autre armée pour vous changer les idées, etc., donc il n'y a pas de souci. Mais si vous achetez au hasard des trucs dans votre armée, sans prévoir, ça va augmenter votre pile of shame, comme j'ai dit, c'est fatal déjà, et surtout, ça va pas vous aider à avoir un projet concret. Si vous achetez au pif des trucs sans avoir prévu votre armée à la base, ou au moins un semblant d'armée à la base, ne le faites pas tout seul, demandez de l'aide, hein, mais ça va vous paralyser quand vous aurez une armée qui va rien ressembler. Vous aurez 2000 points au final, mais c'est 2000 points qui sont pas cohérents sur la table, qui vont pas être jouables, etc. Donc en fait, ça va vous dégoûter de tous les efforts que vous aurez fait. Donc n'achetez pas au hasard. Maîtrisez-vous dans vos envies d'achat, maîtrisez-vous dans la direction où vous allez, et demandez conseil, et en fait, tenez-vous-en à vos conseils que vous avez retenus, et à votre direction que vous avez choisie. Ne faites pas demi-tour toutes les 2 secondes, ne papillonnez pas trop. Également, faut pas chercher à faire trop compliqué au début. Prendre le temps de maîtriser les techniques simples avant d'utiliser plus de peintures différentes, plus d'accessoires, plus d'équipements, plus de figurines, plus de pinceaux, etc. Contentez-vous du minimum au début. Avec un bon pinceau principal, vous pouvez quasiment déjà tout faire. Au début, vous allez lâcher un petit billet genre 150 € en comptant la boîte de figurines avec laquelle vous voulez commencer, mais c'est pas grave. Voilà, dans ces 150 € hypothétiques, il y a une grosse partie du matériel et puis ça vous durera des années. Voyez ça comme un investissement long terme. Hein. La plupart des autres hobbies coûtent cher aussi. Hein. J'avais parlé de la musique, des clubs de golf, etc. N'ayez pas honte de payer cher parce que ce sont des jouets. Ce sont vos hobbies, n'en ayez pas honte en fait. C'est pas parce que vous investissez dans ce qui peut s'apparenter à un jeu, à des jouets et pas au sport à la mode ou à un truc de grand entre guillemets qu'il faut avoir honte. D'accord ? Parlez-en avec fierté et les gens vous envieront peut-être pas, mais en tout cas ils diront ah ouais en fait c'est sérieux comme truc. Il faut pas avoir honte. Quand quelqu'un vous dit ah tu fais quoi comme hobby ? Faites pas genre je sais pas, je suis un peu sur Warhammer. Non, tu vous expliquez, bah moi voilà, c'est mon jeu de figurines. J'y joue avec mes potes, je peins, ça me détend après le travail, c'est le moment où je me retrouve, où je médite, etc. Bah en fait les gens ils apprécieront cette franchise. Donc n'ayez pas peur, si vous avez les moyens de débutez et n'en ayez pas honte surtout. Hein. Donc, il faut également dépenser son argent responsablement, mais ça c'est dans tous les aspects de la vie. Ne vous mettez jamais en difficulté pour le hobby. À moins d'être un peintre très rapide, de toute façon, une boîte de figurines tous les mois, c'est en général largement suffisant pour la majorité des gens. Ne vous forcez pas à tenir un rythme, ça ne va pas disparaître. Donc, flippez pas, prenez votre temps. N'accumulez pas trop les boîtes de figurines, également. Il est parfois meilleur si vos proches, par exemple, veulent vous faire un cadeau de Noël, de demander des peintures ou des pinceaux ou des accessoires plutôt que des figurines. Pourquoi ? Parce que déjà, eux, ils savent pas forcément quelles figurines vous plaisent, mais en plus, ça vous fera plaisir déjà de recevoir un cadeau, mais surtout de vous débarrasser d'un achat moins fun que des figurines. Parce que moi, quand je vais au magasin, si vous voulez, j'ai toujours envie d'acheter des figurines, parce que c'est ça qui est kiffant, c'est d'acheter de nouveaux jouets. C'est jamais kiffant de devoir dire j'ai 30 € de peinture à prendre parce que j'ai plus ce qu'il me faut, machin, c'est toujours chiant. Mais par contre, si vous vous en débarrassez à Noël ou aux anniversaires, bah déjà vos proches sont contents parce qu'ils participent à votre hobby, mais en plus vous, la prochaine fois que vous irez au magasin, bah vous achèterez des figurines parce que vous aurez déjà remis vos matériels à jour. Donc ça c'est un conseil, voilà. En plus pour les règles, pour jouer, il faut pas se faire de billes. Ça c'est mon dernier conseil globalement, c'est pour le moment, si vous commencez, vous trouvez un codex et les règles du jeu sur internet, si elles vous plaisent seulement, et que vous le souhaitez, vous achetez les livres. C'est pas un achat obligatoire, contrairement à ce qu'ils vont vous dire en boutique. Hein. Attention, hein. C'est important que vous compreniez que les codex et les bouquins de règles, ce sont des objets premium aujourd'hui. Hein. C'est très cher pour ce que c'est, et Games Workshop est en retard par rapport à certains concurrents qui donnent les règles de leur jeu. Games Workshop, faut les payer les règles, ce qui n'est pas normal. Donc, trouvez-les, lisez-les, achetez-les seulement si vous voulez les acheter vraiment et que vous voulez le livre, etc. Mais ne pensez pas qu'il s'agit d'un achat obligatoire. Voilà. En plus, vous pouvez également, si vous avez envie d'essayer une nouvelle armée, vous pouvez, si vous avez un ordinateur, acheter Tabletop Simulator. C'est un petit jeu sur Steam qui vous permet, avec vos amis ou des gens du monde entier qui sont sur Discord, etc., vous pouvez
en fait, télécharger des maps de Warhammer, télécharger des armées, des petites figurines, etc. Et en fait, c'est un simulateur de jeu sur table. Du coup, vous pouvez littéralement faire des parties de Warhammer gratuitement, une fois que vous avez acheté le jeu, mais il est pas cher, et vous pouvez essayer toutes les armées, toutes les règles du monde. Donc on est toujours dans cette prévision, vous voyez. Donc voilà, moi je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. J'espère que cette vidéo vous sera utile, et puis surtout, si vous avez d'autres questions, j'essaierai d'y répondre en commentaire, donc n'hésitez pas, en tout cas prenez soin de vous, et puis si on se revoit pas d'ici la fin de l'année, je vous souhaite de bonnes fêtes, et bien sûr, prenez soin de vous. Salut!